La biodiversité, c'est le vivant, c'est la nature, c'est ce qui nous entoure. La nature animale, mais c'est aussi la faune, la flore, c'est la forêt, c'est l'eau, c'est tout ce dont nous avons besoin pour vivre. En réalité, c'est notre environnement du quotidien. 19h, 20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. Eh bien, bonsoir, ravi de vous retrouver, vous le savez, ici même, comme chaque soir d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux et merci pour votre fidélité. Alors, chers amis auditeurs, vous le savez, il y a parfois des émissions spéciales et dans le cadre des Informés, des quartiers, eh bien, nous recevons une ministre aujourd'hui pour parler écologie, biodiversité, tout un plan qui aujourd'hui est en mesure et des bien grands mots, me semble-t-il, mais derrière tout cela, vous savez quoi, se cachent aussi notamment de véritables choses. Eh bien, nous allons recevoir Madame Sarah El Haïry, qui est la ministre chargée donc de toutes les questions de la biodiversité, ici même, donc en direct, pendant 1 heure, dans le cadre de cette émission spéciale, nous allons nous attarder sur plusieurs sujets qui ont retenu notre attention. Biodiversité, écologie, plan de transformation, budget, parce qu'il y a un budget qui a été déployé justement pour parler de biodiversité. Bref, tous ces sujets, nous parlerons aussi, vous savez quoi, bref, un petit clin d'œil aussi, vous savez, ce fameux loup qui est en voie de disparition. Ça m'a intrigué, tiens, il est menacé, paraît-il. Eh bien, on en parlera. 30%, vous savez quoi aussi, des écosystèmes, c'est du territoire national, en aire protégée, on en parlera aussi. Et puis l'eau, souvenez-vous, on en a beaucoup parlé ici même dans les Informés cet été. Ça a fait l'objet même d'un débat polémique. Rappelez-vous, chers amis auditeurs, quand on a parlé des piscines. Ah oui, les piscines. Il va falloir s'en priver parce que l'eau, il y a un plan gouvernemental sur l'eau qui comprend une 50aine de séries de mesures. On en parlera avec Madame la Ministre. Allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, vous le savez, et en toute liberté d'expression, puisque c'est une émission spéciale, les quartiers populaires avec les Informés. Madame la Ministre, bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir ici même. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui dans les studios de Beurre FM. Mais carrément, partagez. Ouais, Madame la Ministre, Sarah El Haïry, vous êtes chargée du portefeuille biodiversité. Alors d'abord, première question, biodiversité, est-ce que ça parle aux auditeurs? Ça veut dire quoi, biodiversité? Très sincèrement. Non mais c'est vrai. C'est une excellente question. C'est une excellente question parce que... C'est une vraie question parce qu'aujourd'hui, si on demande qu'est-ce que la biodiversité, tout le monde ne la définit pas de la même manière. Ça veut bien dire que c'est intéressant de prendre le temps de dire ce que c'est. La biodiversité, si je devais être un peu synthétique, c'est le vivant, c'est la nature, c'est ce qui nous entoure. La nature animale, donc je vais penser évidemment aux animaux sauvages, domestiques, c'est les animaux, mais c'est aussi en réalité la faune, la flore, c'est la forêt, c'est l'eau, c'est tout ce dont nous avons besoin pour vivre. En réalité, c'est notre environnement du quotidien. La biodiversité, c'est ça. La biodiversité, c'est ça. Justement, on va en parler si vous êtes d'accord avec cette déclinaison de cette émission spéciale. Tout d'abord, l'actualité toute récente, puisque vous avez entamé un plan, une mesure avec le plan gouvernemental. Est-ce que vous pouvez nous en parler ici même? Parce que d'abord, me semble-t-il, c'est cette priorité qui prime d'abord. Est-ce que vous pouvez nous l'annoncer quasiment en exclusivité ici même dans les Informés sur Beurre FM? Alors, il se trouve qu'il y a beaucoup de choses qui avancent. Donc oui, il y a des nouveautés. Moi, quand j'ai été nommée par le président de la République et la première ministre en charge de la biodiversité, ils m'ont donné un objectif, un cap. On dit, il faut, avec la stratégie nationale biodiversité, stopper l'effondrement du vivant et ensuite restaurer la nature. Et pour ça, tu as un outil qui s'appelle la stratégie nationale biodiversité. Ok, ça veut dire quoi concrètement en plusieurs étapes? Ça veut dire que la première chose, c'est de dire, qu'est-ce qui détruit aujourd'hui la nature autour de nous? Mais la nature de tout genre. En réalité, il y a 5 pressions. Il y a 5 choses qui mettent de la pression sur la nature, qu'elles soient faune ou flore, donc plantes, arbres ou animales, qu'elles soient dans la mer, dans les fleuves ou sur Terre. Et on doit baisser la pression sur chacune d'entre elles. Les 5 pressions, c'est quoi? D'abord, le dérèglement climatique, parce que c'est le réchauffement de la planète, et donc du coup, ça crée des conséquences. La deuxième, c'est les pollutions. Pollution avec la lumière, pollution des sols, pollution de l'eau. Et une pollution accrue en plus. Exactement. Et donc, notre objectif, c'est de baisser de 50%, par exemple, la pollution lumineuse. 50%? Bien sûr. D'ici 2030. D'ici 2030. Il faut y arriver. Parce qu'en réalité... Ça me paraît utopique, Madame la Ministre. Non, je vous assure que non, parce que moi, vous savez, au quotidien, je travaille avec qui? Je travaille avec des élus, avec des maires qui ont conscience que la nature, en réalité, elle protège l'humain. La nature, elle vit sans nous, La réalité, c'est que nous avons besoin d'elle pour notre santé, pour notre vie économique, pour notre vie sociale. Et donc, il faut la protéger parce qu'on en a besoin. Donc, les pollutions, ça c'est le deuxième. Oui. Après le dérèglement climatique. On a aussi la surexploitation des ressources. Quand on utilise trop d'eau, quand on utilise on en parlera tout à l'heure, justement. Exactement. Donc là, il y a un plan eau. Le plan eau, absolument. Donc, je pourrais y revenir. Ensuite, on a les espèces exotiques envahissantes.
Alors ça, c'est assez Ça veut dire quoi ? original. Mais typiquement, tout le monde connaît le frelon asiatique ou je pense à la tortue de Californie, où il y a des plantes aussi qui vont parfois dans des fleuves et qui vont tellement être envahissantes qu'elles vont mettre en danger le reste de la biodiversité et du vivant autour. On lutte contre, on a 500 coups de poing, actions coups de poing pour réussir à les réduire. Typiquement, le frelon asiatique, pourquoi c'est dangereux et il faut lutter contre ? En fait, il met en danger les abeilles. Et on sait à quel point les abeilles sont essentielles pour polliniser et évidemment nos fruits, au-delà de faire du miel, bien sûr. Et enfin, le dernier point, c'est l'artificialisation des sols. Plus on construit, plus on artificialise le sol, plus on réduit en réalité sa perméabilité, donc l'eau ne passe plus dans les sols, mais surtout, toute la nature qu'il y a dedans, eh bien, on la détruit. Et Madame la Ministre, tout ça, échéance 2030 ? Oui, échéance 2030, il faut baisser les 5 pressions. Mais on baisse les 5 pressions, et de l'autre côté, il faut accélérer, parce que je pense qu'on doit être la dernière génération à avoir... Mais 2030, c'est demain. Mais c'est demain, bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut commencer. Maintenant, il y a des choses qui ont déjà commencé. Sur le plan eau, j'y reviendrai, il y a des choses qui ont déjà commencé. Mais pourquoi il y a urgence aujourd'hui ? Pourquoi ? Pour quelle raison ? Comment vous l'expliquez, Madame la Ministre ? Soudainement, il y a urgence, ce plan d'urgence qui donne état de ces priorités, de ces 5 priorités. Parce qu'en fait, on est en train de vivre le 6e effondrement du vivant. Le dernier grand effondrement qu'on a connu sur la planète Terre, sur notre planète, c'était les dinosaures. Et en fait, aujourd'hui, on voit 1 million d'espèces, quelle que soit leur forme, ça peut être des oiseaux, ça peut être des insectes, ça peut être des animaux, qui disparaissent. Le loup, on parlait du loup tout à l'heure. Alors, pour le coup, lui, c'est une espèce menacée, qui va être plutôt... qu'on a vu même disparaître en France. Il va disparaître. Non, normalement, il ne va pas disparaître, puisqu'il est protégé. Voilà une bonne nouvelle, alors. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ce qui est encore plus belle nouvelle, c'est que, vous savez, il y a des espèces qui étaient presque en voie de disparition. Je pense, par exemple, à un oiseau magnifique qui s'appelle le macaron moine. Et finalement, en le protégeant, il est revenu, il repart en bonne santé, et ça fait du bien. Ça veut dire que l'homme, il peut restaurer la nature. Et pour ça, on doit planter 1 milliard d'arbres. On va planter 50 000 km de haies. En France, bien dans sûr. l'Hexagone. Oui. En métropole et en Outre-mer, bien sûr, puisque nos concitoyens des Outre-mer sont aussi des magnifiques trésors, ont sur leur territoire de magnifiques trésors en biodiversité. On réduit les pressions, on restaure ce qu'il y a de beau, on va protéger évidemment des aires, ce qu'on appelle des aires protégées ou très fortement protégées, en mer et sur terre. Et donc là, on va réguler l'activité humaine dessus. Et puis enfin, pour réussir ça, et pourquoi c'est beaucoup plus urgent aujourd'hui qu'hier, on a besoin de 2 choses. D'abord, mobiliser tout le monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut mobiliser les enseignants, les entreprises, les élus, les assos. Il faut mobiliser également les citoyens, parce que plus que jamais, en fait, tu ne peux pas y arriver tout seul. Alors, l'environnement autour de toi, tu peux pas. Autant je peux l'entendre, je vous pose la question, les enseignants, les élus, etc., ils jouent le jeu. Vous êtes d'accord, Madame la Ministre ? Oui, en grande majorité, c'est vrai. Les citoyens, est-ce qu'ils jouent le jeu ? Très sincèrement, oui. Et je vais vous donner un exemple très concret. Ils jouent le jeu parce que, regardez, rappelez-vous l'hiver dernier, quand on avait super peur de ne plus avoir d'électricité suffisamment pour vivre l'hiver, et il y avait des risques de délaissage. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu des citoyens faire attention, baisser le chauffage, et finalement on a passé un hiver et on a dépassé la situation qui était à risque. Et bien de la même manière, par exemple, on a lancé un nouvel outil qui s'appelle Vigéo, qui est l'écowatt de l'eau, qui est l'écowatt qu'on a eu cet hiver pour l'énergie, mais pour l'eau, en disant, écoutez, d'ici 2050, on risque d'avoir 40% d'eau en moins, mais de ressources. Donc il faut qu'on fasse quoi ? D'abord, il faut de la sobriété, il faut qu'on réduise nos consommations, et puis de l'autre côté, il faut garantir la qualité. Et c'est là où, oui, ils jouent le jeu, ils sont au rendez-vous, mais il faut les aider. Mais justement, on va en parler parce que j'ai pas le sentiment. Justement, c'est bien qu'on en parle ici même sur Beurre FM, parce que dans les quartiers populaires, j'ai pas le sentiment que les citoyens, les habitants des quartiers populaires ont cette sensibilité que vous venez de nous décrire, c'est-à-dire cette sensibilité concernant la biodiversité, l'écologie. Il y a une prise de conscience. Ouais, elle est réelle. Il y a une prise de conscience. Je vous l'accorde. Il y a une prise de conscience, mais j'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui on a passé le cap. Alors justement. D'abord, cette première thématique, le loto de la biodiversité. Ça fait depuis quelques jours qu'on en parle. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Je vais juste avant, sur la question des quartiers et de la sensibilité à l'environnement. Oui. Vous savez, plus aujourd'hui, plus on est fragile, plus on est modeste, plus on subit en réalité le dérèglement climatique. Je vous donne un exemple très simple. Quand on vit dans un appartement qui est très très sensible aux canicules parce qu'en fait il est mal isolé, on est les premiers à subir parce qu'en fait tu vis les volets fermés, pour être clair. Et l'hiver il fait tellement froid que tu peux pas les ouvrir, donc tu vis aussi les volets fermés. Et si il y a plein d'études qui montrent que en fait plus tu es proche de la nature, plus tu es heureux. Je vois pas pourquoi nos enfants ils seraient moins proche de la nature, et c'est là où il faut être extrêmement vigilant. Il ne faut pas laisser la fin du mois, la fin du monde se retrouver face à face. C'est pas vrai. Tout le monde a le droit d'avoir un bout de nature près de lui, parce que même c'est bon pour sa santé. Donc les habitants des quartiers populaires, vous considérez qu'ils sont sensibles à cette question ? Bien sûr, mais il faut rendre la nature
auprès d'eux accessible. Et donc il faut débétonner, il faut remettre des arbres, il faut remettre des parcs. Donc c'est la question de l'urbanisme. Moi je suis convaincue que oui. Oui. Parce que puisque ça porte des liens sociaux, ça permet aux générations de se retrouver et ça permet surtout d'être fier de chez soi. Et je pense que quand c'est beau, c'est fier. On marque une pause, Madame la Ministre. Vous savez quoi, on se retrouve dans une poignée de minutes, juste après la pause. Justement, on va parler de ce premier sujet qui nous concerne. Le loto de la biodiversité, émission spéciale concernant les informés des quartiers, c'est avec Madame la Ministre Sarah El Haïry qui est en charge donc de la biodiversité et on s'intéresse des quartiers populaires justement avec cette question qui est cruciale, qui a un enjeu, figurez-vous. Alors on va parler de ce loto de la biodiversité. Vous avez fait plusieurs déclarations. Alors justement parce que je sais qu'il y a plusieurs associations, y compris dans les quartiers populaires, dont celles qui sont connues, il y en a beaucoup d'ailleurs. Je ne vais pas tous m'amuser à les énumérer. Mais Madame la Ministre, ma question est très simple. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de loto, de la biodiversité, c'est quoi? C'est censé aider et financer à lutter contre quelque chose, à aider quelque chose Le loto de la biodiversité, c'est un outil comme un autre pour sensibiliser à la question de la nature partout. Et en fait, à un moment où, moi je considère que la nature, elle a sa place dans tous les endroits, dans un bar PMU, dans un bar tabac, oui, dans les quartiers, dans les bibliothèques, dans nos écoles, partout. Donc ça veut dire que vous voulez récolter de l'argent? Non, c'est juste en plus. C'est aujourd'hui les 6 millions que le loto de la biodiversité va permettre de lever pour des associations. Ça va aider qui? C'est une petite cerise. Ça va aider 20 projets, magnifiques projets portés par des associations et portés par des collectivités, principalement des conseils départementaux ou des mairies. Oui. Mais surtout, ce que je veux pas laisser imaginer ou dire, c'est qu'on finance la biodiversité avec le loto. Le budget, mais le budget de la biodiversité cette année, c'est une augmentation de 1,2 milliard. 1,2 milliard. Les 6 millions, c'est une sorte de participation populaire pour ceux qui le souhaitent et qui ont envie finalement de participer à une sorte d'élan. Pourquoi moi j'ai fait ça? Parce que sur le ticket à gratter, il y a un flash code. Et quand tu as fini de gratter, parce que la majorité de la somme va quand même au gagnant, c'est quand même comme ça que ça fonctionne, il y a toutes les parties qui sont les taxes que l'État prend, ils sont reversés à l'Office français de la biodiversité. Et donc, ils permettent de financer les 20 projets. Mais surtout, le flash code qu'il y a dessus permet de découvrir les 20 projets. Il y en a dans toutes les régions, dans l'Hexagone et dans les Outre-mer. Et donc, finalement, de sensibiliser sur des espèces, sur des lieux, sur des paysages. Vous voulez sensibiliser qui? Les associations, l'opinion publique, les citoyens. Les citoyens. Et puis, peut-être des gens qui, d'habitude, ne s'intéressent peut-être pas à la nature et ça sera l'occasion de le découvrir. Et vous pensez que c'est assez? Ça va, tous ces financements, c'est assez? Heureusement que c'est pas assez. Heureusement que c'est pas assez. Mais bien sûr, et heureusement qu'il y a du budget de l'État. Et le budget de l'État, quand je dis c'est 1,2 milliard d'augmentation, c'est bien la différence entre les 6 millions qui vont être une mobilisation populaire et puis les 1,2 milliard qui financent la restauration dont j'ai parlé de la nature, la protection des espèces, la recherche. Mais ça, c'est 1,2 milliard. Les 6 millions, c'est une sorte d'opportunité populaire de participer à la nature près de chez soi. Et puis, moi, j'ai adoré le loto du patrimoine. Je vais être très honnête. Parce que j'ai trouvé que d'un coup, le patrimoine de proximité, il était mis en valeur. Et bien, de la même manière, le loto de la biodiversité, c'est une sorte de petit frère ou de petite sœur du loto du patrimoine. Alors pourquoi il fait débat, cette histoire de ticket à gratter? Pour quelle raison, Madame la Ministre? C'est un peu grincheux, sincèrement. C'est un petit peu grincheux, parce que en plus, l'association principalement qui critique le loto de la biodiversité, il se trouve que elle-même... Oui, j'ai gratté un peu, j'ai vu que ça faisait débat, alors il y en a qui... en fait, l'association, elle s'appelle FNE, c'est France Nature Environnement, mais il se trouve que France Nature Environnement, d'habitude, on travaille très bien avec eux au quotidien, et même pour le loto de la biodiversité, ils ont un projet qui est dedans. Mais qu'est-ce qui les gêne? Ils ont eux-mêmes postulé. Parce que c'était des candidatures, c'est pas un tirage au sort où les associations ont postulé avec des projets, et donc ils en ont un qui est lui-même bénéficiaire. Bon. Je comprends que ça ne plaît pas à tout le monde, c'est pas grave, puisque ne participent à ce jeu que ceux qui veulent y jouer. Moi, ce que je vois, c'est que depuis qu'il y a ce jeu, tout le monde parle de biodiversité. Et ça, c'est déjà un beau pas. Maintenant, moi, j'ai envie que les gens, ils flashent le code, qu'ils découvrent. Et puis, vous savez, il y a quelque chose, moi, qui m'a beaucoup touchée. Il se trouve que cette idée de loto, elle est venue d'où? À la base, au-delà de la réussite du loto du patrimoine. Elle est venue de la Convention citoyenne pour le climat. C'est des citoyens qui se sont dit, pourquoi pas aller aussi dans des endroits. Donc elle émane de là. Ben oui, elle émane à la base de cette réflexion. Ensuite, on l'a travaillé. On a aussi fait attention aux questions des addictions, parce que le jeu, c'est quand même pas quelque chose d'anodin. Non, mais c'est pas anodin. Disons-le clairement, c'est une belle addiction. Le jeu, aujourd'hui, provoque bien sûr le jeu. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix du ticket à gratter, qui est vendu par des buralistes, et donc qui ne vendent qu'à des majeurs. Et quand
il y a des problèmes, par exemple, ils n'ont pas vendu à des majeurs, on leur retire leurs droits, leurs agréments, ils sont responsables de la vente. Mais on est très très loin des jeux en ligne ou des campagnes sur lesquelles même moi, j'étais en charge de la jeunesse pendant 3 ans. C'était l'une des questions justement, j'allais parler d'addiction avec vous. Donc, je me suis beaucoup opposée à des grandes campagnes qui ciblaient les jeunes en particulier. Moi je me souviens de la Coupe du Monde, où il y avait des publicités qui ciblaient les jeunes et les jeunes de quartier. Et là oui, je suis montée au créneau parce que c'était grave et que c'était pas bien. Une question importante, Madame la Ministre. Oui, avant de vous parler de cette question-là, quand on est des quartiers populaires, vous savez que les conditions de vie ne sont pas... Voilà, elles sont très difficiles, très compliquées, très laborieuses. Comment, justement, les habitants des quartiers populaires, quand ils ont des conditions de vie extrêmement pénibles, comment ils peuvent capter, entendre, être sensibles à votre message? Franchement, c'est une Sur la nature ? Sur la nature, sur l'environnement, sur tout ce que vous dites, la biodiversité. Comment ils peuvent capter ce message? Moi, très sincèrement, je le pense, comme je le dis, en fait, tout le monde a le droit au beau. Personne ne doit être privé de ce qui rend heureux. Moi, je vois pas pourquoi les beaux parcs, les beaux jardins, ils seraient réservés au centre-ville. Aussi simple que ça. Et quand on est dans un quartier populaire, eh bien, on a aussi le droit d'avoir des lieux qui sont accueillants, des lieux où on est fier de recevoir sa famille, où on est fier de recevoir ses enfants ou ses petits-enfants. Et donc, pour ça, ce qui nous rend heureux, et c'est plein de choses qui le montrent, c'est des lieux qui sont où on a une nature qui est rayonnante, qui est bien entretenue. Et en plus de ça, la nature, c'est pas que le beau. La nature, c'est aussi bien pour la santé. Quand on parle de la qualité de l'air, quand on parle de la qualité de l'eau, quand on parle de la bronchiolite des enfants et des bébés. C'est ça la réalité. En fait, la nature, elle apporte surtout une santé qui est bénéfique pour l'homme, qui est bénéfique et qui est importante. Donc moi, j'ai pas envie de voir des grandes tours avec en bas des zones bétonnées. J'ai envie de voir dans nos quartiers de la nature de proximité pour aussi élever nos enfants dans un cadre qui est favorable. On doit avancer, Madame la Ministre, Madame Sarah El Haïry, vous êtes notre invitée spéciale dans cette émission consacrée à l'environnement, les enjeux, le climat, l'écologie bien sûr et la biodiversité dans les quartiers populaires. Alors si j'ai bien compris, pour clore le sujet, le loto de la biodiversité, c'est l'occasion pour sensibiliser à la nature. C'est une opportunité. Quand je vous écoute parler. Oui, c'est une opportunité comme une autre qui est à l'attention des majeurs qui vont avoir peut-être le choix une fois d'acheter un ticket s'ils le souhaitent. Et puis s'ils le souhaitent pas, c'est pas grave. Et on continuera à faire de l'écologie à l'école, à la bibliothèque, avec les élus locaux, avec les associations, partout et à chaque fois qu'on pourra. Madame la Ministre, autre sujet, les mesures pour les quartiers et la biodiversité. Voilà un vrai sujet. Évidemment, ça ne veut pas dire que le loto de la biodiversité n'est pas un vrai sujet, mais là, il y a un enjeu majeur. Alors, quand on pense au quartier populaire, vous savez quoi, il y a plusieurs questions qui, évidemment, parfois, vous savez, c'est les oubliés de la République. Je vous le cache pas, sur la politique de la ville, sur plein d'autres sujets. Mais alors, ça l'est encore moins quand on parle de l'écologie, qui fait référence à la mixité, qui fait référence à l'emploi, qui fait référence à toutes ces priorités. Vous leur dites quoi, celles et ceux qui vous écoutent, partout en France d'ailleurs, dans les quartiers populaires? Parce que ma question est très simple. Aujourd'hui, quand on parle de quartier et d'environnement et de ces mesures, c'est un peu les oubliés de la République, y compris sur ces questions-là. Et vous savez ce qu'on dit? Moi, je dis qu'aujourd'hui, pour gagner le combat pour l'écologie, il faut que l'écologie elle soit populaire. Mais ça veut dire quoi l'écologie populaire? Ça veut dire en fait qu'elle soit accessible à tout le monde. Ça veut dire concrètement que oui, il faut renaturer les quartiers, il faut remettre de la nature dans nos quartiers, ça c'est le premier point. Le deuxième, pourquoi le fonds vert, qui est l'outil aujourd'hui qui finance principalement la transition écologique, pourquoi il y a que 7% des projets qui viennent des quartiers? Parce qu'on manque d'ingénierie. On a décidé de mettre plus d'ingénierie pour que 15%, on veut doubler aujourd'hui la participation des quartiers pour qu'ils bénéficient de ce fonds vert. Quand on parle des aires éducatives, pourquoi les aires éducatives pour nos enfants, elles ne sont pas dans les quartiers? On a décidé que dans tous les QPV... Mais ça, c'était dans le plan d'aménagement du territoire urbain. C'était dans ce plan. C'était pas aussi objectif que ça. L'objectif, il est extrêmement élevé. Toutes les QPV... C'était pas aussi objectif que ça. Bien sûr. L'objectif aujourd'hui, c'est que chaque QPV ait une aire éducative. Une aire éducative, c'est quoi? C'est un espace de nature dans lequel les enfants qui sont scolarisés sur le territoire, en tout cas avec les enseignants volontaires, puissent s'engager dedans. Moi, j'ai envie d'avoir des jeunes en service civique qui vont permettre de parler de l'importance évidemment du tri, mais pas que. Parce que l'écologie et l'économie, ça va ensemble. Moi, j'ai envie que l'entrepreneuriat dans les quartiers, il aille sur aussi des métiers d'avenir. Je pense évidemment au génie écologique. Et tout ça, c'est des financements, mais c'est aussi beaucoup d'ingénierie. Alors, comment on l'installe, comment on la préserve, cette biodiversité dans les quartiers populaires, quand on parle de ces projets d'aménagement du territoire, vous les avez cités? Elle est là, la question.
D'abord, oui. bien sûr. La D'abord, mesure concrète, elle est là. on investit dans Ça passe beaucoup par de choses. quoi? La qualité, par exemple, si on parle de la qualité de l'eau. La qualité de l'eau, on refait les canalisations. On fait attention, on installe par exemple des télécompteurs pour savoir c'est quoi pour sa ça que consommation. certains quartiers populaires se transforment en chantier. Bah oui, mais c'est des chantiers d'avenir pour nos enfants, donc c'est plutôt une bonne chose. Ce qui explique cela. Entre autres, c'est aussi l'occasion, et moi je pense que c'est hyper important de mettre la tarification sociale de l'eau. Parce que c'est essentiel. Et là, ça nous amène à une question assez simple, c'est quand tu consommes, pour toi, tu fais attention parce que tu préserves une ressource qui est rare, et ben en fait, tu en bénéficies aussi à la fin du mois parce que tu as participé à cet effort citoyen. Mais l'écologie au quotidien, c'est quoi? C'est aussi, pourquoi je parle des forêts ou de la nature? C'est beau et c'est magnifique, c'est Ça important. manque de verdure. Mais ça manque de verdure. Et puis, Certains quartiers, c'est bétonné. du béton. Hein. Et quand il fait C'est très, le très ghetto chaud, dans toute sa splendeur. mais quand il fait très, Mais très comment chaud, casser la logique du ghetto? eh ben, en investissant avec du fonds vert ou en mettant la biodiversité comme un élément central. Au-delà du C'est bien-être votre que ça défi à apporte, vous bien sûr c'est mon défi. C'est votre défi. Mais parce que pour leur santé des habitants du quartier, c'est important. Quand on a une canicule et qu'il n'y a pas un endroit où il y a de l'ombre, eh bien, il se passe quoi? Il peut y avoir 10 degrés d'écart entre un endroit où il n'y a que du béton et un endroit où vous avez de la forêt, de l'arbre et de l'herbe. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a ceux qui vont souffrir et suffoquer de la canicule, et il y a ceux qui vont avoir un îlot de fraîcheur pas loin de chez eux. Et moi, ma mission, c'est de faire que l'ensemble des quartiers puissent avoir un moment ou un autre des îlots de fraîcheur avec les élus locaux, Et oui. parce que c'est notre priorité. Eh ben, on a parlé des défis, mais on va parler aussi de la lutte contre ces inégalités. Parce que est-ce que ça contribue? Parce que ça, évidemment, ça va ensemble. C'est bien sûr des inégalités. On marque une pause et on se retrouve dans une poignée. Je vous avais dit que ça va super vite. Hein. Dernière ligne droite dans cette émission spéciale Les Informés des quartiers avec Sarah El Haïry, la ministre donc chargée de la question de biodiversité. On parlait des défis, on va parler maintenant des inégalités et il nous restera la dernière tranche. J'espère qu'on aura l'occasion de tout parler parce qu'effectivement, je voudrais qu'on parle du plan haut du gouvernement, mais également aussi, vous savez, de ces 30% du territoire. Bref, je reviendrai sur ces deux sujets qui nous restent derrière, pour cette dernière ligne droite. Madame la ministre, vous nous avez rappelé les enjeux environnementaux qui sont dans le cadre des quartiers populaires. Je l'entends. Comment lutter contre ces inégalités quand on parle d'environnement, quand on parle de biodiversité? Vous nous avez ce plan de transformation dans les quartiers populaires avec évidemment ces nouveaux défis qui sont les vôtres. La question de la lutte, elle est centrale contre les inégalités. Comment on l'amène? Cette lutte, elle passe par la prise de conscience de tout le monde et surtout de l'accès aux droits communs. Oui. Parce que bien sûr qu'on a des priorités d'investissement supplémentaires, mais moi je crois que les solutions, elles sont dans nos quartiers, elles sont dans les hommes et les Vous femmes avez qui des font les solutions? quartiers. Il y a des solutions? Mais c'est les hommes et les femmes qui les portent, bien sûr. L'État, sa responsabilité, c'est de faire les alliances avec les élus locaux, avec les associations, avec les entreprises, et de mettre parfois des financements nécessaires. Mais c'est quoi la richesse d'un quartier? C'est quoi la richesse d'une ville? C'est quoi la richesse d'un pays? C'est l'intelligence des âmes. Et c'est là où il faut élever les esprits. C'est pour ça que dans nos quartiers, il faut, pour lutter contre ces inégalités, investir dans l'école. Donc vous ouvrir intégrez, nos collèges. vous intégrez les habitants Mais totalement. dans le projet. Mais il n'y a pas de richesse sans richesse humaine. On a eu pendant des dizaines d'années le fait de réhabiliter les bâtiments. Mais quand tu réhabilites les murs, sans t'occuper des gens qui sont à l'intérieur, de leurs espérances, de leurs droits, de leurs espoirs, ça va pas plus loin. La réalité, c'est que ça ne suffit pas. Et donc, l'investissement massif qu'il faut faire, bien sûr, il est dans les lieux dans lesquels on vit, mais c'est surtout les écoles, les associations, les départs en colo. Moi, je veux que nos enfants partent en colo apprenante. Je veux qu'ils puissent partir découvrir le spatial, qu'ils découvrent les forêts, le ski, ce qu'on a de plus beau, évidemment, dans la nature. Il n'y a pas de raison d'en être privé. Mais aussi, quand ils sont à l'école, de pouvoir être accueillis de 8h à 18h, avec une offre éducative forte. Il faut ouvrir les bibliothèques plus longtemps. Et tout ça, c'est les financements qui ont été, entre autres, mis en place et qui vont venir renforcer le plan Quartier 2030. Parce que, oui, il faut faire que notre bâtiment soit plus beau, plus responsable, moins dur, parce qu'on a du dérèglement climatique et effectivement il fait plus froid, il fait plus chaud, donc la facture est plus chère. Et c'est pas dans ces lieux-là où les gens peuvent réisoler tout seuls. Donc des mesures soyons incontournables. très clairs, Des bien mesures, sûr. des mesures Et de incontournables. copropriété. Et de copropriété. Des mesures incontournables quand je vous entends parler, Madame la Ministre, pour protéger et développer, j'ai bien compris, la biodiversité. C'est bien ça. Tout à fait. Végétaliser au maximum. Oui, parce que D'accord. c'est une chance. L'espace, C'est les une quartiers chance. populaires, c'est une Ouais. chance. C'est une chance pour les habitants et c'est une chance pour la Donc vous voulez planète. voulez encourager le développement de la biodiversité Oui, dans nos quartiers. dans nos quartiers. Vous avez un budget? Beaucoup. Parce que tout ça, c'est beaucoup Bien d'argent. sûr que j'ai un budget. Le fonds vert, c'est 2,5 milliards d'euros. On va passer 2,5 milliards d'euros. milliards.
On va passer de 7%. Oui, milliards plutôt. Milliards, c'est énorme. Non, on va mais 2 passer millions, ça aurait été... on va passer de 7% aujourd'hui de projets qui sont dans le fonds vert à plus de 15%. C'est votre rien budget. Que pour les QPV. Bien sûr. C'est votre enveloppe. C'est notre budget. Mais on va être très clair. Vous savez, l'enveloppe de l'État, c'est l'enveloppe des Français. Et donc, en réalité, moi, mon objectif, c'est de bien l'accompagner, de bien la flécher. Mais il y a aussi un projet qui est magnifique et qui a été annoncé par le président de la République il y a quelques mois de ça. C'est de faire que dans 10 territoires, 10 quartiers, il y ait un concours d'architectes mondial qui va permettre de repenser 10 lieux dans notre pays qui vont être choisis avec des architectes de renommée mondiale pour rendre ces lieux responsables, en sens écologique du terme, mais surtout beaux. Parce que, encore une fois, moi je crois à la fierté qu'on peut recréer dans nos quartiers en accompagnant les hommes et les femmes qui y vivent au quotidien, grâce à l'école, grâce évidemment aux projets économiques qu'on y met, mais aussi grâce au beau. Et moi je crois que personne ne doit être privé de ça. Et là c'est aussi un magnifique projet, c'est un enjeu, moi en tout cas qui me touche, parce que quand on reçoit chez soi et qu'on voit que quelque chose est magnifique, ça donne toujours un peu de confiance, un peu plus. Donc Sarah El Haïry, Madame la Ministre, c'est repenser justement la nature des quartiers populaires. Oui, et de penser la nature à l'intérieur de nos quartiers. Il n'y a pas de raison qu'il en soit privé. Et j'ai compris la force de votre enthousiasme. J'en suis convaincue. C'est une priorité. C'est une priorité, bien sûr, parce que, vous savez, on a aujourd'hui... Une priorité ou une nécessité ? Tiens, je vous pose la question. C'est une très bonne question. En fait, c'est les deux. Merci pour la très bonne question. C'est une très bonne question. C'est une priorité ça politique. Ça m'est venu à l'esprit, là. Non, c'est une priorité politique et en réalité, c'est une nécessité de société. C'est une priorité politique parce que moi, je la mets dans mes priorités et donc c'est la priorité que j'ai, moi, et que j'ai envie de porter. Mais c'est une nécessité pour la qualité de la santé des habitants, c'est une nécessité face au dérèglement climatique et c'est une nécessité face à l'effondrement du vivant. Alors, justement, les JO 2024, ça y est, c'est dans quelques mois. Ah, ça y est, c'est imminent, oui. Eh oui, vous êtes dans le package. Du coup, vous, en tant que ministre, on fait quand on pense extrêmement espace vert, quand on repense tous, quand je vous écoute, évidemment, la qualité de l'air. Alors justement, comment vous, Madame la Ministre, avec tout ce que vous venez de me dire, tout cela s'inscrit dans ce dispositif des JO 2024 ? Vous savez, les JO 2024, ils sont évidemment portés par ma collègue. Parce que c'est l'image de la France. C'est l'image de la France. À l'international. Mais les JO, pour qu'ils soient réussis, soyons très clairs, il faut que les JO puisse bénéficier déjà à tout le monde. Moi, il se trouve que quand j'étais à la jeunesse il y a à peine encore quelques mois, moi je voulais que des jeunes soient présents dans les JO et qu'on puisse y accéder. Je veux que les bénévoles puissent y accéder et que finalement les JO, ce soit pas pour les autres. Enfin, sinon, ça n'a aucun sens. Un département qui est concerné aussi, le 9-3. Un département qui va avoir la chance d'accueillir et d'avoir la fierté d'accueillir. Mais en réalité, c'est un rêve de gosse de pouvoir participer aux JO. Et donc, moi, je veux que des enfants de Marseille, de Nantes, de chez moi, ou des enfants qui viennent même de territoires ruraux, puissent se dire, les JO, c'est aussi pour nous. Et donc, comment on fait pour que ce soit accessible à tout le monde ? Justement, c'est comment vous créez... Non, mais justement, comment on crée cette passerelle ? Non, mais comment on crée la passerelle quand on parle biodiversité et les JO 2024 ? Eh bien, c'est vraiment l'héritage. C'est l'impact des JO sur notre territoire, bien sûr, mais aussi comment... finalement, on fait attention pour qu'un énorme événement comme celui qu'on a la chance de porter et de montrer aux yeux du monde, permette par exemple de nager dans la Seine, ce qui jusque maintenant paraissait un peu fou. Oui, on peut dépolluer. C'est la force de la nature. On peut la restaurer, on peut en prendre soin quand on y met les moyens et quand il y a une mobilisation collective. Madame la Ministre, on arrive bientôt au terme de cette émission spéciale. Justement, je voudrais qu'on aborde, parce qu'il nous reste 2 sujets, mais bon, on va parler, vous savez, de ce plan haut du gouvernement pour économiser la ressource d'eau. Alors justement, il y a des mesures qui ont été prises par vous, votre gouvernement. Tout à fait. Par le gouvernement donc de Madame Borne, la Première ministre, pour diminuer la consommation d'eau. Un enjeu aujourd'hui. Vous avez parlé d'un pourcentage tout à l'heure, je l'ai entendu. Depuis, ça a été présenté le 30 mars 2023. Exactement, par le président de la République. Le plan gouvernemental, il comprend quoi ? Il comprend plusieurs mesures visant la sobriété dans l'usage de quoi ? De l'eau. De l'eau. De manière très claire. En France, vous vous rendez compte ? Bien sûr. On parle d'un enjeu d'eau. Mais bien sûr, mais parce que l'eau, il n'y a pas âme qui vive sur notre planète, qu'elle soit humaine ou animale, qui n'ait pas besoin d'eau. C'est la condition devant laquelle, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois finalement en bonne santé ou malade, tu as besoin d'eau. Tout le monde a besoin d'eau. Sauf qu'on sait qu'avec le dérèglement climatique, dans les 30 prochaines années, donc d'ici 2050, on va avoir 40% d'eau en moins. C'est les hypothèses les plus, on va dire, les plus lourdes, les plus graves. Oui. Ce qui nous amène à 2 choses. 1, réduire notre consommation d'eau, ça s'appelle la sobriété, et tout le monde doit faire un effort. Les industriels, les entreprises, les agriculteurs. Objectif. C'est pour ça que vous parliez du réchauffement climatique en exergue. Ben oui, 10% d'eau en moins. Oui. Donc 10% d'eau en moins, c'est leur objectif. Donc il faut activer la machine maintenant. Et on a commencé. Et même j'ai lancé un challenge. Il n'y a pas une loi qui a été signée
Vous avez Il y a un signé décret, tout à fait. Il y a un décret qu'on a sorti il y a pas longtemps. Pour utiliser les eaux usées, traitées, justement. Exactement. Parce que j'ai lancé. Vous pouvez nous en parler ? Ouais, on a lancé un challenge pour les collectivités les plus motivées. Moi, je crois aux gens motivés qui ont envie et qui, du coup, tirent la locomotive pour baisser leur consommation d'eau encore plus vite que d'ici 2030. Et ils ont saisi la balle au bon, donc il y en a qui sont dedans. Pour parler de ce qu'on a signé. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont assez folles. Parce qu'on utilise de l'eau potable pour laver les routes. Enfin, je ne sais pas si vous réalisez. On a 1 litre sur 2 qu'on perd dans les communes, dans plus de 180 communes. Quand tu vois à quel point l'eau est rare et elle va devenir de plus en plus rare, eh bien, il faut prendre soin. Donc, il faut investir dans les canalisations. Il faut mettre de la tarification sociale. Ça veut dire que moins tu consommes, moins tu payes. Il faut que l'eau soit moins chère pour les premiers mètres cubes que quand tu ne fais plus attention ou tu en as d'autres usages. Il faut utiliser de l'eau qui est l'eau de pluie ou de l'eau réutilisée pour d'autres usages. Je pense aux usages pour le coup qui sont de loisirs, mais garder l'eau potable pour finalement ce qui est essentiel. Et il faut en prendre soin. Et c'est les décrets. Les décrets, il y a une inquiétude grandissante, Madame la Ministre. Parce que, alors, quand j'entends les éléments de réponse, ça veut dire que, quoi, on va être dans une pénurie d'eau dans 10 ans, 20 ans, 30 ans ? Aujourd'hui, déjà. Rendez-vous compte, en France, en Europe. Bien sûr. Mais parce que la ressource en eau dans le monde. Il y a moins d'eau. Mais c'est la réalité. La ressource dans le monde, aujourd'hui, se réduit parce qu'on a de moins en moins d'eau et de qualité dans nos nappes phréatiques. Je vous donne un exemple. Alors, l'été dernier, pas celui-là, celui d'avant, il y avait 200 communes qui ont eu des coupures d'eau. Parce qu'il n'y avait plus d'eau dans le robinet. 200 communes. Aujourd'hui, on vit une crise historique à Mayotte. Nos compatriotes mahorais. Et on vit avec des communes où ce sont les conseils municipaux qui déposent des bouteilles d'eau devant les maisons en ce moment. Donc il y a de la sécheresse d'été, mais aussi de la sécheresse d'hiver. Et pour ça, il faut un plan massif. Et pour ça, on a 495 millions d'euros supplémentaires pour financer les agences de l'eau et les investissements nécessaires. La réutilisation d'eau, c'est ça ? Exactement. La réutilisation d'eau et d'eau de pluie. Qu'est-ce que vous dites à nos auditeurs dans les quartiers populaires globalement ? Vous savez, quand on pense justement à la gestion de l'eau, vous venez de nous dire notamment, mais ma question est très simple, c'est surtout comment préserver cette ressource d'eau. Moi je leur dis, il y a quelques gestes très simples au quotidien qu'on peut faire. Voilà, c'est ça qu'on a besoin, cas pratique. Très très simple. Cas de figure pratique. Évidemment, on ferme le robinet quand on se brosse les dents, c'est des choses toutes petites, c'est des choses... La douche peut-être ? La douche, on fait attention, vaut mieux éviter une douche les bains, qu'un bain, mais bien sûr, il faut faire attention. Les piscines ? Si on a... alors là, pour le coup, la question des piscines, je travaille plutôt avec les collectivités sur le cycle, mais au quotidien, on peut tous faire des gestes. Et de l'autre côté, si on a la chance parfois d'avoir un petit pavillon où on peut avoir une réserve d'eau de pluie, et ben on utilise ça pour plutôt arroser qu'autre chose quand on a un petit potager. Mais surtout, au quotidien, c'est quoi ? Moi, je veux que les maires, dans nos quartiers, ils installent des compteurs connectés pour que chacun puisse avoir sa consommation et surtout de la tarification sociale et progressive. Madame la ministre, ça y est, c'est la fin de l'émission. C'est passé trop vite. Mais c'est passionnant. Non, mais je vous ai vu. Je dois reconnaître, moi aussi, j'ai appris pas mal de choses en vous écoutant. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos auditeurs d'une phrase ? Les solutions, elles sont... Beaucoup d'enjeux. Il y a énormément d'enjeux. Les solutions, elles sont dans nos quartiers. Moi, je veux pas qu'il y ait des combats ou des défis comme le défi de l'écologie, qu'on en soit privé. Et donc, en fait, les opportunités que porte l'écologie, les opportunités, je parle bien de ça, d'emploi de demain, des métiers, de solutions pour la vie quotidienne, eh bien tout le monde doit pouvoir en bénéficier et les porter. Et plus que jamais, les quartiers ont leur place. Sarah El Haïry, merci infiniment Madame la Ministre d'avoir été avec nous. Vous êtes chargée de la question donc de votre portefeuille, la biodiversité. Merci, grand merci à vous d'être venu ici dans cette émission spéciale. Vous revenez quand vous voulez. On reviendra donc dans cette émission les quartiers, les informés des quartiers populaires ici même. Merci à vous tous, à la Solal, à la réalisation. Je vous souhaite un excellent week-end, chers amis auditeurs. Mais surtout, vous savez ce qu'on dit, on ne lâche rien. À lundi.